Alors bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Poétiquement Vôtre avec les amis du Pierrot. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur, je dis bien, de recevoir Monsieur André Jacob, un ami personnel, quelqu'un qui est vraiment, que pourrait qualifier d'artiste multidisciplinaire. Alors, vous allez voir en cours d'émission, on va lui poser certaines questions sur ses expériences, sur le cumul de ses activités. Et par la suite, il disposera d'une quinzaine de minutes à lui seul pour approfondir tout ce qui a été dit et vous permettre de mieux le connaître. Alors, André, est-ce que tu es bien là? Je suis là, merci de m'avoir invité. Bah, écoute, ça fait plaisir. Alors, comme je disais, euh, on a présentement, je pense, un artiste multidisciplinaire avec nous. Alors, il me permet souvent de recevoir en émission des écrivains, des poètes, tout ça. Mais quand on s'adresse à toi, je pense qu'on s'adresse vraiment à quelqu'un qui déborde ce cadre-là. Alors, je vais te demander, euh, comment peux-tu nous faire une rétrospective un peu de tes activités, expériences passées? Et on va, on va, euh, on va faire avec ça au cours d'entrevue, là. Ça va? Écoute, je ne suis plus tout à fait un jeune homme, donc le cumul des expériences est quand même correspond plutôt à un parcours assez diversifié. Ce que je commence un peu, je dirais par ma jeunesse, si l'on veut, c'est un parcours assez classique. Là, dès mon adolescence, moi, je m'intéressais beaucoup à des questions internationales. Cette préoccupation-là m'est venue de ma mère, qui lisait beaucoup sur des questions relatives à ce qui se passait dans d'autres pays. Elle avait de l'intérêt pour ces choses-là. Et moi, ça me fascinait. Et c'est comme ça que, dès l'âge de 18 ans, je suis allé étudier à l'Université d'Ottawa, qui était à l'époque, c'était une autre province, c'était un peu un autre pays, pour voir autre chose que la philosophie qu'on nous enseignait au Québec à l'époque en latin seulement, et qui était centrée exclusivement à peu près sur saint Thomas d'Aquin. Alors, à l'Université d'Ottawa, j'ai découvert un monde intellectuel différent, mais aussi une ouverture sur le monde. Et c'est tout ça qui m'a amené, je dirais, assez jeune, à partir à l'étranger. Et dans ma jeune vingtaine, je suis parti au Chili. J'ai eu une sorte de choc culturel. Si on veut, j'ai découvert ce que signifiait vraiment la pauvreté, ce que signifiait être confronté à un univers différent qui me sortait de ma zone de confort, qui m'amenait d'ailleurs à apprendre une nouvelle langue et tout ça. Et je dirais aussi découvrir un autre monde artistique, parce que mes intérêts étaient d'abord du côté de la philosophie, de la sociologie, mais j'avais un intérêt pour la littérature, la peinture, et j'ai découvert un autre univers culturel au Chili. Et je dirais qu'à partir de là, j'ai été amené, après ça, en mon retour au Québec, après une année là-bas, à faire des études en travail social et en sociologie.
Et, je suis resté accroché au monde des arts. Et ce premier pas, ce premier pas m'a amené à m'intéresser aux questions des conflits, aux questions de la paix, aux questions des inégalités sociales, des droits sociaux. Et puis, c'est comme ça que je suis entré dans l'univers, je dirais, de l'internationalisation de ma pensée d'une certaine façon. Et au début des années 70, je suis allé travailler pendant une année en Tunisie. C'était d'autres découvertes, etc. Et à partir de ça, là, quand je suis revenu, j'ai travaillé directement dans le domaine des droits humains. Je travaillais à la Commission des droits de la personne. Après ça, je travaillais dans l'université dans le domaine des sciences sociales. Mais je dirais toujours en lien avec des préoccupations de création artistique. Et je me suis allé assez tôt, je dirais, remis au dessin, à la peinture, ce que j'avais un peu pratiqué dès mon adolescence, un peu comme la poésie. Durant mon adolescence, j'avais un héros. Mon héros, pour moi, c'était Félix Leclerc à l'époque. Et je découvrais d'autres poètes que j'ai découverts en Amérique du Sud, un peu partout. Et donc, ce lien avec, je dirais, l'au-delà de moi-même, d'une certaine façon, avec l'ouverture sur le monde, ça m'a beaucoup inspiré tout au long de ma carrière, tout au long de mes œuvres. C'est un peu ce qui m'a inspiré. Et pour moi, la grande question de l'harmonie entre les peuples, de la découverte de l'autre, tout ça se traduisait par la recherche de la paix. Et je dirais que mon fil conducteur, ça a été ma préoccupation pour la paix qui m'a amené à travailler pour la paix, à écrire pour la paix. Et étant, comme tu le disais au début, artiste multidisciplinaire, je me suis défini peu à peu comme artiste pour la paix. D'ailleurs, artiste pour la paix au sein d'un organisme qui s'appelle les Artistes pour la paix. Alors, ce n'est pas par hasard. C'est un peu comme je le disais, c'est mon lien créateur, mon inspiration, mon leitmotiv dans ma vie, de travailler à la construction de la paix. Et c'est une source infinie, intarissable. Voilà, grosso modo, bon, ce que je peux lancer pour ouvrir la discussion. Oui, c'est comme si cette préoccupation pour la paix, c'est devenu quelque chose qui permettait de ramasser tous les élans, toutes les intérêts là, qui est dans les formes différentes, là, telle la peinture. Là, je pense, est-ce que tu as fait de la sculpture, non? Un peu, un peu. Un peu de sculpture, mais surtout de la peinture. Bon, les écrits, je pense que tu as... quel genre d'écrit tu as touché? Sur quelle forme, là? Roman, Mais etc. j'ai fait quelques essais et de nombreux articles, mais j'ai fait aussi des romans particulièrement pour les adolescents et la poésie aussi. Alors, j'ai pas publié beaucoup comme des recueils. J'ai fait 2 recueils, dont un, d'ailleurs le titre est assez éloquent, qui s'appelle Paix et Libération. Alors, mais j'ai publié des poèmes dans des revues littéraires, ainsi de suite, depuis plusieurs années. Alors, et j'ai fait un des derniers livres que j'ai fait, qui s'appelle Pour la paix, brisons le silence, qui est un manifeste pour la paix et qui comprend aussi quelques poèmes pour la paix. Et aussi, donc, j'ai partagé ce livre-là avec quelques amis qui ont collaboré aussi. Donc, c'est
c'est vraiment le filon un peu que j'ai suivi, parce que souvent même dans mes tableaux sont nés, je dirais, du, du choc de la réalité. Par exemple, j'ai fait quelques fusains sanguines sur l'Holocauste, mais ça, c'est suite à des visites d'observation dans les camps de concentration d'Asie ou les camps d'extermination. Alors, c'est vraiment un choc émotif important et ça a donné lieu à un certain nombre de tableaux dans ce sens-là. Et c'est la même chose quand, par exemple, au Chili, j'ai séjourné au Chili pour écrire l'histoire de Carmen Gloria Quintana, une jeune fille qui avait été brûlée par une patrouille militaire. Mais en même temps, à l'époque de la dictature et après la dictature, j'ai eu l'occasion de visiter, par exemple, des fosses communes, de voir des chambres de torture, ainsi de suite. Donc, ce sont des lieux sinistres, si l'on veut. La même chose au Cambodge. Quand je suis allé au Cambodge, j'ai vu des horreurs après la guerre qui a eu lieu au Cambodge à l'époque de Pol Pot, les atrocités qui ont été commises, etc. Même chose au Vietnam après la guerre où je suis allé, au Salvador, c'est tout de suite après la guerre. Et je n'allais pas juste par curiosité malsaine, j'allais, dans le cadre de mon travail, d'une certaine façon, j'allais participer à des commissions d'observateurs internationaux pour comme témoin de ces situations-là. Mais en étant témoin, ça m'interpellait à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, mais aussi je dirais d'une certaine façon, ça me forçait à créer quelque chose dans ce sens-là, à exprimer ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, et à le traduire de différentes façons, que ce soit en poème ou en tableau, ou simplement des fois dans des textes en prose, des articles, etc. Oui, c'est ce qu'on a à comprendre. Ce qu'on a à comprendre, c'est que en réalité, la création te permettait c'était comme un exécutoire, un peu à ce que tu pouvais vivre ou constater sur le terrain. Et dans ce sens-là, la création peut servir à ça. Est-ce ça peut aussi servir à corriger la réalité qu'on voit? Oui, oui, parce que ça peut être une expression critique, une expression qui peut choquer. Hein. J'ai fait, par exemple, un jour un grand tableau, en fait, qui fait un peu plus d'1 mètre de hauteur par presque 2 mètres de longueur, que j'ai intitulé Torture, mais c'est parce que j'ai vu tellement de lieux de torture, ça m'a tellement bouleversé, ça a changé ma perspective. Et ce tableau-là, je l'ai fait de façon, je dirais, spontanée, euh, pour donner livrer un message cru, je dirais. Et je l'ai exposé à plusieurs reprises. Je ne l'ai jamais vendu, jamais un acheteur qui était intéressé à acheter un truc semblable, parce que c'est pas le genre de truc qu'on met dans son salon. Heureusement, le tableau repose dans un musée maintenant. Et, mais quand je l'ai exposé, ce qui m'a frappé, c'est particulièrement la réaction des jeunes, des enfants, des ados, etc., qui, eux, saisissaient plus facilement le message souvent que des adultes qui disaient wow, c'est difficile à voir, etc. etc. Les jeunes le recevaient comme une sorte de coup de poing, comme une manifestation riche en émotions et qui voyait à la fois un message oui, de tristesse, mais en même temps avec une zone de lumière importante. Alors, c'est un peu ces deux aspects-là qui en ressortent et que, d'ailleurs, c'est un peu, je dirais, quelque chose qui me frappe quand je relis certains de mes écrits antérieurs. J'ai toujours travaillé sur souvent des questions, je dirais, pleines d'ombre,
de tristesse, de douleur, mais en même temps, j'ai toujours dégagé la lumière. Et qu'est-ce qui provoque un certain changement? C'est justement le questionnement que des hommes posent. Et je dirais, le choc qui peut provoquer une prise de conscience critique, qui peut amener certains changements. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que, par exemple, au niveau des artistes pour la paix, nous agissons collectivement en proposant des œuvres de différents médiums pour interpeller le public, interpeller les politiciens, etc., de façon engagée, de façon critique. Et ça, c'est, je dirais, un peu comme beaucoup de poètes l'ont fait à travers l'histoire. Je pense à Paul Éluard, je pense à Aragon, à Bertolt Brecht, à Max Jacob, des gens qui sont devenus, que je n'ai pas connus personnellement, mais comme poète que j'ai fréquenté beaucoup, parce que c'est des gens qui se sont exprimés beaucoup à l'époque de la Dernière Guerre mondiale. Et dans tous les pays, d'ailleurs, c'est beaucoup d'artistes qui ont dénoncé et qui ont fait prendre conscience des horreurs de la guerre, de conflits, de la torture, de violations de droits humains, etc., ont souvent été réprimés, ont souvent été parfois assassinés dans certaines situations. Je pense à Garcia Lorca en Espagne et d'autres. Alors, donc, oui, dans ce sens-là, je dirais, c'est une action par la parole et par le geste qui interpelle, qui questionne et qui propose aussi, qui propose ce que signifie la paix, hein, qui propose, je dirais, des actions qui vont inspirantes et dans le sens que je dirais que je reviens à un document pour la paix qui est important dans l'histoire de la paix, qu'on appelle la prière de Saint François, et supposément que Saint François l'a écrit, ce n'est pas sûr du tout. Ah, ça, c'est une autre histoire, mais qui dit, là où il y a la haine, que je mette l'amour, et fait de moi un instrument de paix, etc. Donc, au fond, c'est ça un peu. C'est écrit pour la paix ou penser pour la paix. Ce n'est pas seulement une question juste d'avoir un thème. L'écriture, ça correspond à un engagement profond. Oui, OK. Alors, oui, André, c'est pour dire que ton écriture se veut quelque chose qui est pour stimuler, pour interpeller, pour faire en sorte que les gens réfléchissent sur des conditions qui sont pas toujours très agréables et voire même de proposer des solutions. Alors, tes écrits, ce que je vois, tes écrits ont voulu vraiment créer du mouvement, vraiment c'est ça, un mouvement aux activités qui étaient à réprimer et qui étaient à dénoncer, quoi. Alors c'est un travail qu'on dirait artistique, mais c'est un travail de dénonciation aussi des conditions des conditions humaines dans différents pays, situations que tu as été amené à être au courant. Alors, écoutez, comme j'ai déjà un peu expliqué ce que signifie être artiste pour la paix. Alors, le dernier ouvrage que j'ai publié, qui est Pour la paix, brisons le silence, je dirais, s'inscrit dans un recueil de poèmes, je dirais, que j'ai écrit en 1984, qui s'appelle Paix et Libération,
qui parlait déjà de paix. Et justement, en vue de cette émission, j'ai relu certaines pages de ce recueil-là et j'y trouve un lien. Ce n'est pas tout à fait la même écriture, je dirais, mais j'ai acquis un peu plus de plumes depuis ce temps-là, mais il y a les thèmes se rejoignent constamment. Ce n'est pas répétitif dans le sens que mais il y a 1000 façons de parler de la paix. Alors, je vais lire juste quelques extraits de ce recueil de 1984. Alors, il y a un titre de poème qui s'appelle La paix, avec les cœurs qui nous font vivre. La paix, comme rêve, se trouve dans un coin de verdure, tout frais, au bord d'un ruisseau. La paix, comme automne, donne des fruits enrichis de lumière. Et la paix, comme hiver, cache les cimetières froids désarmés. Et la paix, comme poudrerie, enroule, efface, emporte les sifflements sinistres des missiles. La paix, comme lumière, brûle les barricades inutiles pour la libération. Et la paix, comme la mer, chamboule le margouillis, infecte des champs de bataille. Et la paix, comme mot, écrit la page des jours heureux sans explosion. Et la paix, comme chanson, chante l'amour du poète ouvert sur une page blanche. Voilà, ce sont quelques extraits. Et en 2018, j'ai publié aussi un autre recueil qui s'appelle Pour la paix, brisons le silence, et qui contient un peu de poésie. Et j'ai résumé un peu ma pensée, ma position dans ce livre-là, dans une partie qui s'appelle le Manifeste pour la paix. J'en livre quelques extraits, tout simplement. Alors, il y a un poème qui s'appelle « Nous sommes la paix ». Parce que la paix, ce n'est pas qu'une question individuelle, c'est une question collective, c'est une question qui fait appel à la société, qui fait appel aux États, qui fait appel au rapport entre les individus, qui fait appel au rapport entre les pays, et ainsi de suite. Et évidemment, qui parle beaucoup de la course aux armements. Alors, quelques extraits. Devant la menace des chars et des missiles, le regard figé vers le ciel, saisi par le doute et l'effroi, nous murmurons. Nous sommes la paix. À travers la grisaille d'un ciel brouillé par la fumée, s'élevant des ruines créées par une pluie de bombes, le vol d'un aigle traçait l'espoir. Une phrase candide défile comme un nuage. Nous sommes la paix. Nos voix, en chœur symphonique, sonores comme le chant des esclaves, psalmodiques comme un vêpres, se réverbèrent sur les mers. Nous sommes la paix. Vers l'horizon orné de lettres d'or, des quatre coins du monde, sur un obélisque pharaonique, nous gravons, nous sommes la paix. Pour inspirer le respect, nous composons un concerto. Nous sommes la paix. Pour briser les frontières, nous tissons la fraternité. Nous sommes la paix. Pour museler les canons, nous étouffons leur tonnerre en scandant. Nous sommes la paix. Sur le képi de chaque soldat, comme des étoiles, nous inscrivons 4 mots. Nous sommes la paix. Face aux marchands d'armes, avec fierté, le poing levé, nous hurlons, nous sommes la paix. Pour faire rêver les généraux, avec du fil d'or, sur leurs uniformes nous cousons,
nous sommes la paix. Nous ne sommes pas seuls, mais 10, 100, 20, 1000 et des millions à proclamer haut et fort, nous sommes la paix. Voilà. Maintenant, un mot sur d'autres publications que j'ai faites. J'ai fait un petit livre, un roman pour les jeunes, à partir de l'histoire d'un cheval bleu, qui porte sur le racisme et la discrimination en raison de la couleur. Alors, c'est un thème qui m'intéressait. Alors, je l'ai traduit sous forme de conte, qui se veut un outil pédagogique pour les enfants de quatrième année et plus. Donc, ça permet les enfants qui sont en action dans l'ouvrage, dans le roman, et qui interviennent. Il y a ceux qui sont pour la couleur du cheval et ceux qui sont contre. Et finalement, c'est la recherche de l'harmonie qui compte. J'ai fait aussi un autre ouvrage suite à un séjour de travail au Mali, où j'ai découvert qu'il y avait des enfants maliens qui sont, ni plus ni moins, disons le mot, esclaves dans des plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Alors, l'ouvrage s'intitule Mamadou et le secret du fer. Mamadou, c'est le parcours d'un enfant qui est enlevé au Mali et qui se retrouve prisonnier dans une plantation de cacao. C'est une réalité qui est dramatique, qui touche des milliers d'enfants, qui est ignorée et pourtant qui existe aujourd'hui et qui montre comment, par exemple, tout dans son parcours, Mamadou est à la recherche de sa liberté. Et le secret du fer, c'est justement ça. Le secret du fer, c'est qu'il connaît le secret, comment fabriquer une clé qui lui ouvrira la porte sur sa liberté. Mais entre-temps aussi, son histoire raconte comment, de l'Occident, en Occident plutôt, on refuse de voir ce phénomène des enfants esclaves et comment le cacao que nous consommons quotidiennement vient souvent du travail des enfants. J'ai aussi fait à partir d'autres préoccupations qui touchent aussi les jeunes. Par exemple, les enfants soldats. J'ai fait un roman graphique à partir de l'histoire d'un enfant soldat qui s'appelle Le journal de guerre d'Emilio. Emilio, c'est son journal le dit, raconte comment il s'est retrouvé enfant soldat, comment il a vécu, comment il vit sa vie d'enfant soldat, et aussi comment il s'en sort, comment à l'aide d'organismes, à l'aide de personnes signifiantes dans sa vie, comment il réussit à développer une autre manière de voir sa vie et de sortir de ce tourbillon de violence qu'il l'enrobait chaque jour. Et c'est vraiment un parcours difficile qui interpelle les jeunes, qui les bouleverse souvent, parce que ça aussi, c'est une réalité qui est souvent ignorée de nos jeunes. Alors, en lisant cet ouvrage, en l'étudiant en classe, souvent, alors ça me permet de s'ouvrir sur le monde, de découvrir des réalités tellement loin de la leur, des réalités aussi qui sont, je dirais, troublantes parce que c'est une blessure grave au cœur de l'humanité que d'envoyer des enfants au front pour combattre des ennemis armés et des enfants qui en ressortent blessés physiquement, émotionnellement, et que souvent aussi, ils laissent leur vie. J'ai fait aussi l'histoire de Carmen Gloria Quintana, qui est une jeune fille de 18 ans, qui a été brûlée par une patrouille militaire au Chili en 2018.
Et 2016, pardon. Et j'ai écrit sa biographie parce que j'ai une certaine connaissance du Chili. J'ai été très interpellé par son histoire d'une jeune fille de 18 ans. Alors, là aussi, je parle de droits humains parce que qu'une patrouille militaire brûle, immole une jeune fille par le feu en l'arrosant d'essence. D'ailleurs, son compagnon est décédé. Elle a survécu de justesse, même si son corps était brûlé à 65%. Et elle a réussi à s'en sortir. Mais je raconte justement cette histoire affreuse, ignoble, de non-respect de la vie. C'est cette pratique d'instrumentaliser la violence pour décourager les gens de protester, par exemple, contre la junte militaire, parce qu'il s'agissait bien de ça. Alors, j'ai un peu toujours avec les mêmes ordres de préoccupation qui m'ont inspiré. J'ai fait un autre ouvrage qui s'appelle Les 4 saisons d'Elphina, et d'ailleurs qui est un livre qui a beaucoup été très utilisé dans les écoles. Les 4 saisons d'Elphina, c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive ici au Québec, à Montréal, un peu comme petite bonne, dans une famille, supposément avec tous les papiers, etc. Mais finalement, c'est l'histoire d'une jeune fille exploitée, dont on retient le passeport, qui vit l'isolement social, parce qu'elle joue son rôle d'aide domestique, mais on lui avait promis qu'elle pourrait étudier, ce à quoi elle aspirait. Alors, elle se retrouve prisonnière et finalement, elle aussi, j'indique par contre dans son parcours qu'il y a des façons de se libérer et elle finit par s'en sortir. Alors, mais mon idée est toujours la même, d'illustrer comment des jeunes, aujourd'hui, vivent des situations dramatiques situations qui sont vraiment des violations de leurs droits, qui sont aussi des situations d'exploitation inacceptables, révoltantes, et que je dénonce en même temps que je propose des portes de sortie. Alors, il y a des ombres, des zones d'ombre dans mes histoires, dans mes romans, dans mes contes, mais en même temps, c'est un peu la même chose dans mes tableaux. J'ai parfois des tableaux qui ont des zones d'ombre, qui apportent par exemple sur les abus à l'égard d'autres humains, le non-respect de l'environnement. J'ai fait quelques tableaux qui portent sur l'environnement, qui ont des thèmes relativement difficiles, des thèmes à caractère social, mais en même temps qu'il y a des zones de lumière. Il y a mille et une façons d'exprimer la révolte, d'exprimer la liberté et le respect des êtres humains qui nous entourent. Nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes pas seuls, c'est ça mon leitmotiv. Alors, par exemple, dans un tableau que j'ai fait récemment, il y a quelques mois, sur une plaque de bois trouvée, que j'ai récupérée, travaillée, sablée, etc. Alors, j'ai fait comme l'univers, la Terre, prise dans une espèce d'embrouillamini avec des couleurs de terre, oui, mais comme aussi des
des outils qui sont un peu pêle-mêle, etc., dans des couleurs quand même chaudes, d'orangé, d'un peu d'ocre. Mais en même temps, au-dessus de tout ça, il y a les embruns de la mer. Il y a un ciel, il y a des astres, pour représenter symboliquement. Mais, mais aussi, le symbole fort, c'est le fait de présenter ça sur du matériel récupéré. Et on travaillait un peu sous forme de pochoir, en mettant sur la plaque de bois des vieux outils, des clous rouillés, etc., des vis rouillées, ainsi de suite. Alors, il y a bien des façons d'exprimer une situation. Et par exemple, dans des tableaux, je peux récupérer des trucs, des chures de bois, des morceaux de sacs, toutes sortes de matériaux qui peuvent servir à faire du collage, lier ça avec des huiles, des plantes, peu importe. Donc, mais je dirais, mon inspiration profonde, c'est toujours de travailler dans le sens de ce qui me révolte d'injustice, ce qui me révolte de l'exploitation des humains, de la nature. Mais en même temps, c'est une recherche constante de comme je disais, de liberté, de libération, d'amour, d'harmonie, de paix. Et dans ce sens-là, je dirais, il y a toujours... La poésie est une bête étrange. Hein. Je dirais, la poésie est toujours à l'affût. Un peu comme un félin. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, un événement qui se passe en moi. Et je me sens attaqué par l'idée d'écrire quelque chose sous forme poétique. Parfois, c'est en forme d'une versification un petit peu classique, et souvent c'est en vers libre. Alors, tout en respectant, je n'ai aucune prétention d'être un poète patenté avec un gros diplôme en poésie, mais souvent je me laisse porter par mon intuition, tout en respectant certaines règles de base. Travailler avec des images, avec sonorité, avec du rythme, et aussi dans le respect profond de ce qui me touche à ce moment-là, quand la bête me saute dessus. Alors, mes défenses ne sont pas très solides. Je me laisse facilement vaincre et je me laisse aller à la poésie. Et j'adore ça. Bon, parfois, je dirais dans l'explosion poétique, ce n'est pas nécessairement toujours parfait. Parfois, ça demande des retouches, de repenser. Mais souvent, je dirais, la création spontanée permet de libérer à la fois des émotions, mais aussi d'avoir une plume légère, une plume alerte qui se laisse aller. Mais par la suite, il peut y avoir un travail plus serré, un peu plus raisonné pour, corriger des fautes d'orthographe quand il y en a, mais aussi peut-être reformuler certaines images, certaines façons d'exprimer la réalité. Mais en général, je dirais que le fond de l'inspiration
je le respecte de façon assez rigoureuse. Alors, voilà, c'est un peu ça résume un peu tout le sens de mon œuvre. Et le plaisir, je dirais, ça c'est important pour moi, le plaisir de créer, bien que je travaille parfois sur des questions qui soient difficiles. Oui. Voilà. C'est une bonne présentation de tout ce que tu as fait. C'est incroyable. Tu reviens souvent avec l'idée de la création comme étant un processus exécutoire où ce que tu mets à l'extérieur les émotions, ça te permet de supporter un peu tout ce que tu peux voir et de décrier également les inégalités et de provoquer des réponses, des mouvements, des interrogations, tout ça. Et ça, tu le fais avec différentes formes d'expression, que ce soit, j'ai entendu, bon, l'écriture, j'ai entendu le roman, les histoires, j'ai entendu même les collages. Alors, tu utilises ce que tu as sur la main et pour dire même ce que tu es, pour décrier toutes ces conditions. C'est vraiment formidable. Ça m'a permis, André, vraiment de te connaître. Et je suis vraiment sidéré par la profondeur. Non, je dirais la profondeur de ton œuvre. La profondeur, Merci. ouais, c'est très profond. Le militantisme de ton œuvre, appelons-le ce qu'on veut. Euh, alors, c'est ça qui nous frappe. Mais ce qui me frappe également en t'entendre parler, depuis tantôt, j'ai comme un esprit. Tu décris les inégalités, tu décris les choses, mais quand même, tu le fais avec une certaine parcimonie, avec beaucoup de contrôle. Tu n'es pas celui. Autant que la violence te répugne, on te sent dans la façon dont tu t'exprimes, on sent beaucoup comment je dirais ça, ben, c'est pas la légèreté, c'est quand même d'y aller doucement. Il y a beaucoup de douceur dans la façon dont tu décris les choses et probablement dans celle que tu dépeins à travers peut-être des réalités qui sont très, très, très difficiles. J'ai, j'en viens pas, là, ce que tu racontes, là, les choses que tu as vécues, là. Wow! As-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, je dirais parfois que quand je regarde dans le miroir tout ce que j'ai vécu, je dirais, je m'impressionne moi-même dans le sens que j'ai été dans des situations dans plusieurs pays extrêmement difficiles et parfois hasardeuses. Hein. Tout n'est pas facile. Hein. Quand j'ai été au Chili, à l'époque de la junte militaire, je me suis fait arrêter, je me suis fait contrôler. Ah oui? Bon, il y a des trucs que j'ai vécu, là, ressenti, là, comment dire, ce que signifie la violence, ce que signifie au jour le jour. Et, mais j'essaie effectivement, par exemple, de parler de réalité avec, oui, je pense que tu as le mot juste, un peu avec douceur. Je pense à mon Mamadou. Là. Mamadou, c'est un enfant esclave. Mais en même temps, dans son esclavage, là, je parle de la solidarité entre les jeunes. Je parle de ça. Il y a une histoire d'amour aussi à travers tout ça. Donc, il y a moyen d'aborder des questions quand même assez, je dirais, lourdes en elles-mêmes, là, avec non pas Avec avec une fleur à l'épée. oui, mais avec une certaine légèreté, mais c'est pas le bon mot, légèreté, avec, je dirais, le réalisme aussi qu'apporte, je dirais, la force de la vie à travers la misère. C'est un peu comme, je dirais, un petit arbre qui n'a pas beaucoup d'eau pour se nourrir, mais qui quand même qui arrive à s'en sortir.
Alors, il y a tout ça, il faut mettre de la couleur et de la lumière au-dessus de l'ombre. C'est D'accord. important. Bon, je pense que tu l'as bien exprimé. Alors écoute, on va être obligé un peu de terminer, étant donné l'heure déjà. Alors, je te remercie infiniment, André, pour je te dirais même, pas cette entrevue, ce témoignage, parce que c'est vraiment un témoignage. Merci. C'est comme ça, je le sens. Et je te remercie pour avoir contribué. Et je pense que nos auditeurs vont être absolument, ils vont être en admiration devant tant de prouesses, d'efforts à vouloir changer les choses qui sont à changer. Je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi de m'avoir invité. C'est un grand plaisir et j'espère que les auditeurs partageront ce plaisir. Ben, bien sûr. Merci beaucoup.